Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Rien ne va plus au NFP, épisode 1246, le sketch de l'imminente rupture définitive. Le groupe socialiste à l'Assemblée n'a pas voté la motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou après son discours de politique générale la semaine dernière. Pour Jean-Luc Mélenchon, la censure distinguant la majorité de l'opposition, le Parti socialiste se pose désormais en soutien sans participation du gouvernement. Nous sommes censés être alliés et partenaires, et un des partenaires engage une discussion surprise avec le gouvernement, et nous n'en sommes tenus informés d'aucune manière. Le Parti socialiste, à l'évidence, comme l'a dit Éric Coquerel, n'est plus un partenaire, c'est un allié et encore de circonstance. Olivier Faure affirme que si les concessions accordées par le Premier ministre étaient suffisantes pour ne pas le censurer immédiatement, ce n'est pas pour autant un blanc-seing accordé à François Bayrou. Le résultat de cette négociation n'a pas miraculeusement transformé le futur budget en budget de gauche. Les lois de finances ne sont pas celles que nous adopterions si nous étions au pouvoir. Mais c'est notre honneur d'avoir évité aux Françaises et aux Français ces mesures qui ont un impact direct sur leur pouvoir d'achat, leur capacité à se soigner, à offrir une éducation de qualité à leurs enfants, de rétablir un minimum de justice fiscale. La négociation n'étant pas terminée, il pourrait censurer plus tard. Mais que personne ne s'y trompe. Si nous avons le sentiment que le débat est verrouillé et ne permet pas d'aller au bout des alternatives, nous déposerons une motion de censure. Alors quelles sont ces fameuses concessions ? Les choses ont un peu décanté, on peut sortir les listes et les calculettes pour évaluer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on joue au fact-checker pour le média. Le contexte. François Bayrou a une majorité parlementaire aussi faible que son prédécesseur. Là où Michel Barnier avait choisi de draguer le RN pour s'éviter une censure, le nouveau Premier ministre a semblé tendre la main à la gauche. C'est avec le PS qu'il a conclu des deals. Échange de bons procédés, Bayrou a besoin d'une non-censure, le Parti socialiste a besoin de se distinguer des insoumis. Faure disait explicitement vouloir obtenir des concessions remarquables sur les retraites ou le budget, c'est-à-dire des trophées à faire valoir dans la bataille interne à la gauche. S'il n'y avait pas de concessions qui étaient des concessions remarquables pour les Françaises et les Français, eh bien nous étions prêts à nouveau à prendre nos responsabilités, y compris par la censure. Nous ne le souhaitons pas, nous souhaitons des avancées, nous souhaitons qu'il y ait un dialogue fructueux qui jusqu'ici n'a jamais eu lieu. Le patron du PS se pose en représentant d'une gauche qui fait avancer les choses pour les Français. Depuis 10 jours, nous sommes entrés en négociation avec vous et vos ministres. Nous avons fait ce choix, non pour négocier une place, obtenir un ministère ou un avantage quelconque. Nous l'avons pris pour vous arracher des concessions qui n'auraient pas vu le jour sans cette discussion. Nous n'avons pas la négociation honteuse. Face à cette rhétorique de la gauche responsable, les insoumis rétorquent que ces concessions sont insuffisantes pour contrebalancer le budget austéritaire qui se prépare et la future politique Retailleau-Valls-Darmanin. Pour Mélenchon, cet accord est infructueux et les concessions grotesques. Qui a raison ? Avant de se demander politiquement s'il fallait négocier, on peut déjà essayer d'évaluer la nature de ces concessions. Que valent-elles ? Ont-elles vraiment été arrachées ? Nous restons dans l'opposition à ce gouvernement. Ce que nous avons décidé aujourd'hui de faire, c'est de rester utiles aux Françaises et aux Français et d'aller gagner les victoires utiles aux Françaises et aux Français. Gagner un meilleur financement de l'ONDAM. Et ce meilleur financement, c'est 12 000 postes en plus. Nous avons arraché également le maintien de ces 4 000 postes d'enseignants et de plus de 2 000 postes pour les AESH. Voilà ce que nous sommes allés arracher. Toutes les fois où le gouvernement ne respectera pas les engagements qu'il a écrits, nous serons les premiers à déposer une motion de censure. Idéalement, il faudrait comparer méticuleusement 3 documents. Les demandes initiales du Parti socialiste le 8 janvier, une liste de 37 mesures, la lettre de François Bayrou dans laquelle il officialise un accord sur 23 mesures, le 16 janvier, et le communiqué dans lequel le PS vante le résultat de ces négociations, en énonçant 14 mesures arrachées. Notez que ce communiqué et la lettre du Premier ministre ne se recoupent pas entièrement. Moi, je suis parti d'un article de Check News, le service fact-checking de Libération.
Il établit que, parmi les 23 mesures citées dans le courrier de François Bayrou, seulement 7 sont réellement des conséquences de la négociation avec le Parti socialiste. Car en effet, 8 ou 9 autres, le décompte exact diffère selon la manière de catégoriser les mesures, sont des confirmations de ce qui était déjà prévu, des mesures déjà présentes dans le budget 2025 de Barnier, ou annoncées par lui. On rappelle que Bayrou a repris pour son propre projet de loi de finances le texte de Michel Barnier, ou plus exactement la copie sortie de la première lecture du Sénat. D'ailleurs, 4 mesures viennent d'amendements votés au Sénat. Et enfin, 4 autres sont présentées comme des concessions par le Premier ministre, mais n'ont pas été demandées par les négociateurs du PS. Ce serait trop laborieux là de rentrer dans le détail, mais c'est important de quantifier les choses. On voit qu'il y a peu de concessions stricto sensu. Bayrou fait passer pour telles des propositions qui sont en fait des propositions reconduites. Par ailleurs, plusieurs de ces mesures sont moins disantes par rapport à leur version déjà pas très généreuse du budget Barnier. Détaillons plutôt le communiqué du PS, qui choisit de ne retenir que 14 mesures. Car ils ont sans doute conscience que certaines propositions de Bayrou ne peuvent même pas prétendre au statut de concession. Mais même sur celles qui ont été mises en avant par le PS, on peut encore débattre. Abandon du gel des pensions de 17 millions de retraités. Ça, c'est une blague. C'est déjà en vigueur, puisque cet abandon est dû à la censure du gouvernement Barnier qui a fait sauter le projet de loi contenant ce gel. On a ensuite 2 bonnes mesures, baisse des taxes sur l'électricité et remboursement des consultations médicales, mais qui a suivi la séquence du budget sait que ce sont des concessions que Barnier avait lâchées à Marine Le Pen à la toute fin, pour tenter d'acheter la non-censure du Rassemblement national. Ces 2 mesures étaient donc déjà virtuellement intégrées au budget de l'État ou de la Sécurité sociale. Hausse du budget en matière de soins et d'hospitalisation. C'est réel, mais l'article de Check News expliquait que cette hausse ne faisait que correspondre grosso modo à l'augmentation naturelle des dépenses. Abandon des 2 jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires. Très bien, le PS la présente comme une victoire arrachée, mais elle était déjà largement esquissée dans les négociations avec les syndicats. Viennent ensuite 2 véritables concessions, l'abandon de la suppression de 4000 postes d'enseignants et la création de 2000 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Mais alors là, petit problème, les sénateurs viennent d'annuler, jeudi, la mesure sur les 4000 postes d'enseignants. Il faudra attendre la commission mixte paritaire le 30 janvier pour savoir définitivement s'il y aura 4000 postes en moins, à moins que Bayrou n'intervienne par un 49.3 à ce moment-là. Budget outre-mer rehaussé. Ça, en fait, c'était une demande largement transpartisane, donc c'est pas le Parti socialiste lui seul qui l'a obtenu. Moins d'efforts demandés aux collectivités. Alors là, en fait, ce sont les sénateurs qui sont déjà intervenus. Hausse du taux de la taxation des transactions financières de 0,1% et rationalisation du crédit impôt recherche. Eh bien, ce sont également des additions déjà préparées par le Sénat. Quant à la mesure sur les hauts patrimoines, l'idée d'une taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoines évoquée par Bayrou n'en est actuellement qu'à un stade embryonnaire. Il se dit que la mesure attendra plutôt le budget 2026. Et enfin, la réforme des retraites. Le communiqué du parti à la rose se réjouit d'avoir obtenu de Bayrou une rediscussion par les partenaires sociaux. Et que si ceux-ci ne trouvent pas d'accord, ce sont les parlementaires qui auront le dernier mot, afin d'éviter que le MEDEF ait une sorte de veto pendant les négociations. Mais la condition ajoutée par Bayrou dans son courrier, à savoir qu'un éventuel texte proposé aux parlementaires soit équilibré financièrement, risque de bloquer tout retour possible d'un texte devant l'Assemblée. D'autant que, mardi, la ministre du Travail revenait sur ce deal. Du dialogue social, 3 issues, soit un accord global qui vous sera présenté, soit des accords précis, sur des sujets précis sur lesquels la réforme de 2023 peut être perfectible. Je pense à la question de la pénibilité, je pense à la question des femmes, je pense à la question du travail des seniors. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien il n'y aura pas de discussion et on reviendra à la réforme de 2023. S'il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux, on en revient à la réforme Borne de 2023, sans passer par le Parlement, donc en contradiction avec les promesses de Bayrou. Le Premier ministre a démenti et la ministre est revenue sur ses propos, mais en conservant un flou. On ne comprend rien. On sent que le gouvernement veut maintenir un enfumage sur ce dossier et veut jouer la montre.
Le Premier ministre s'était engagé à ce que la démocratie ait le dernier mot et à ce que quoi qu'il se passe, ça soit les députés qui décident à la fin. Une de ces ministres a dit l'inverse à l'Assemblée nationale il y a 2 jours. C'est pas possible qu'il y ait des contradictions et une cacophonie gouvernementale. Le deuxième souci, c'est que le gouvernement, le Premier ministre, a refusé de bloquer l'application de la réforme et donc que nous allons discuter pendant que la réforme continue à s'appliquer. Je vous laisse juge du bilan de ces négociations pour l'instant. La plupart des mesures présentées comme des concessions ne sont pas le fruit des négociations PS-Bayrou, mais viennent soit du budget initial de Barnier, soit d'amendements sénatoriaux. La puissance de transformation du budget par les socialistes, ici, est comparable à l'efficacité de ce garçon qui arrête et relance une rame de métro. Tant mieux si ces mesures sont sécurisées, elles sont plutôt bonnes, mais faut pas les présenter comme des victoires arrachées. Vous arrachez des concessions qui n'auraient pas vu le jour sans cette discussion. Et certaines des véritables concessions sont déjà menacées d'être détricotées. Notamment pour cette raison, mercredi, le groupe PS au Sénat a voté contre le projet de loi de finances 2025. Pour en avoir une interprétation politique définitive, il faudrait mettre finement en balance ces gains avec 1. L'ampleur de la trajectoire austéritaire qu'ils sont censés freiner. La totalité des concessions réelles, c'est-à-dire nouvelles par rapport à M. Barnier, de François Bayrou faites aux socialistes, je l'estime à peu près à 430 millions d'euros. Et d'un autre côté, il y a 9 milliards de baisse de dépenses publiques en plus, qui ont été adoptées au Sénat, soit proposition de gouvernement, soit des sénateurs. Donc vous voyez bien que c'est une purge austéritaire. À mettre en balance aussi, 2, avec le fait d'avoir permis au gouvernement, tout le mois de janvier, de jouer la montre et de se présenter comme un gouvernement qui accepte les compromis. 3. Il faut aussi se demander si ces négociations permettent durablement et efficacement que le gouvernement ne se tourne pas vers le Rassemblement national. Et 4. Il faut aussi en évaluer le coût politique pour l'unité de la gauche. Une grogne interne au PS monte déjà chez les plus opposés au retour de la Hollandie. Bon, je crois que Jean-Luc Mélenchon a pu craindre une menace quand il a vu, début janvier, que les négociations commençaient à prendre entre le gouvernement et le reste du NFP, et que le PS pouvait finir par en tirer quelque chose de vendeur. Mais de fait, Bayrou lâche tellement rien qu'en voulant avantager le PS face à LFI, il finit en fait indirectement par donner raison à Mélenchon quand il dit qu'il n'y a rien à négocier avec le gouvernement. On se retrouve dans 2 semaines.